Au cœur de la jungle mexicaine se cache l'une des plus fabuleuses cités perdues du Nouveau Monde. Construite il y a 1500 ans par les architectes de la civilisation maya, Palenque prospéra pendant des siècles avant d'être mystérieusement abandonnée par ses habitants. S'appuyant sur les technologies les plus récentes, une équipe de chercheurs veut aujourd'hui comprendre comment cette ville étonnante a été bâtie et quelle était la fonction de chacun de ces édifices. Seuls les rois, les reines et les grands prêtres étaient autorisés à venir ici. À quoi ressemblait Palenque du temps de sa splendeur? Cette équipe s'est donnée pour mission de remonter dans le temps pour tenter de comprendre ce que fut le monde oublié des Mayas. Pourquoi ce temple est-il orienté en fonction des positions du soleil? La ville entière a-t-elle été conçue selon les principes d'une géométrie sacrée qui reste à découvrir? Par quels moyens mystérieux les bâtisseurs du tombeau du plus grand souverain de Palenque ont-ils pu dissimuler celui-ci pendant 1200 ans? Autant de questions auxquelles nos chercheurs vont tenter de répondre en dressant l'inventaire le plus complet jamais réalisé des monuments du site, révélant ainsi Palenque dans toute sa splendeur. La forêt luxuriante du sud du Mexique conserve jalousement les vestiges d'une cité jadis prospère. Une cité édifiée par une civilisation remarquable, celle des Mayas. Née il y a environ 3000 ans, cette civilisation a régné pendant 2500 ans sur une grande partie de l'Amérique centrale. À l'époque où l'Europe végétait dans l'obscurantisme du haut Moyen-Âge, les Mayas inventaient la géométrie et l'astronomie, s'adonnaient à la littérature et développaient les échanges commerciaux. La culture maya reposait sur une religion complexe fondée sur les rituels et les sacrifices. La société était organisée en une série de puissantes cités-États, au premier rang desquelles figurait Palenque. 800 ans avant l'arrivée de Christophe Colomb, Palenque était une métropole très animée. Ses palais et ses temples dominaient la plaine mexicaine, délimitant de vastes places, voire des terrains de sport. Palenque était né en grande partie de la volonté d'un homme, le roi bâtisseur Pacal le Grand. Au IXe siècle de notre ère, la ville fut abandonnée pour n'être redécouverte que 1000 ans plus tard. Une équipe de chercheurs dirigée par Edwin Barnhart s'efforce actuellement de répertorier tous les bâtiments du site. Grâce aux données recueillies, ils espèrent reconstituer la ville maya telle qu'elle était du vivant du roi Pacal. L'étude porte sur plus de 700 édifices, répartis sur plus de 250 hectares. Edwin Barnhart et ses collaborateurs commencent par le monument le plus remarquable de Palenque, le palais royal de Pacal. Conçu pour être l'épicentre de la cité, cet édifice hors du commun est un dédale de passages, de salles officielles et de cours intérieures. Le palais est le joyau le plus précieux de Palenque. C'est vers lui que convergent toutes les activités de la cité. La partie la plus ancienne de ce palais garde le souvenir de son créateur. Cette partie abritait en fait la salle du trône. Nous avons ici un bas-relief sculpté sur pierre calcaire qui illustre bien la fonction de ce lieu. À gauche, une femme brandit une coiffe, la couronne des rois de Palenque. Elle offre à un homme assis en tailleur sur un trône orné de 2 têtes de jaguar qui n'est autre que Pacal. Le couronnement de Pacal le Grand, immortalisé ici, marque un tournant dans la destinée de Palenque. Jusqu'alors, la dynastie régnante avait vu son autorité mise à mal par les guerres et la famine. Mais en montant sur le trône, en l'an 615 de notre ère,
Pakal II rétablit le pouvoir du monarque et inaugure une renaissance culturelle qui marquera, au moins dans le domaine de l'architecture, l'âge d'or de Palenque. Pakal a régné pendant près de 70 ans. Il est mort à 80 ans. Il a fait aménager une grande esplanade sur laquelle il a ensuite fait construire toute une série de nouveaux édifices. Le palais de Pakal est l'aboutissement de plusieurs siècles de construction. Il recouvre les palais des souverains qui l'ont précédé. Chaque roi agrandissait l'ensemble, construisait un peu plus haut, en bâtissant son palais au-dessus de ce qui existait déjà. En l'an 660 de notre ère, Pakal fit construire une gigantesque plateforme de près de 7000 mètres carrés, soit l'équivalent d'un grand stade moderne. Le roi avait de grandes ambitions et il avait besoin de quantités considérables de pierres pour les nourrir. Les bâtiments sont en pierre calcaire, provenant probablement en partie de gisements voisins mis au jour lors des travaux d'aplanissement du site. D'autres blocs venaient sans doute de plus loin. Ils étaient extraits de l'autre côté des montagnes et rapportés jusqu'ici. Les Mayas étaient d'extraordinaires tailleurs de pierre. Les techniques de l'époque ne différaient guère de celles qui sont encore utilisées aujourd'hui. Deux membres de l'équipe, Christopher Powell et Alonso Mendes, se sont rendus dans l'une des carrières d'où proviennent les pierres ayant servi à la construction de Palenque. C'est une carrière intéressante à étudier quand on veut se faire une idée de la manière dont ça se passait pendant la période classique. Bien sûr, à l'époque, ils se servaient d'outils en bois et en pierre et non en métal. Les sites d'extraction étaient choisis, hier comme aujourd'hui, en fonction de la quantité de pierre aisément exploitable. C'est une roche sédimentaire qui comporte des strates bien visibles, alternant des couches plus ou moins dures. Il suffit de tirer parti de cette structure naturelle en feuilles en détachant la pierre selon les strates. Les Mayas connaissaient parfaitement les techniques d'extraction de la pierre. De quels outils disposaient-ils? Ils devaient se servir de ce type d'outils pour extraire les pierres calcaires dont ils avaient besoin. La pointe était montée sur un manche en bois et ensuite elle était assujettie au moyen de lanières de cuir. Cela leur permettait de détacher les couches de roches sédimentaires. Ce palais est l'expression la plus achevée de l'architecture maya qui s'est épanouie sous le règne de Pakal le Grand. Au sommet de cette immense plateforme maçonnée se dressaient les bâtiments renfermant les appartements royaux. Mais la taille de ces édifices est trompeuse, car les volumes intérieurs sont étonnamment modestes. Les Romains avaient inventé quelques siècles plus tôt un dispositif ingénieux, la clé de voûte, qui permettait d'augmenter la portée entre deux piliers. Les Mayas en ignoraient l'usage, ce qui toutefois ne les arrêta pas. Ils eurent recours à une autre technique. C'est un arc en encorbellement. C'est ce qu'utilisaient les Mayas, contrairement aux Romains, qui pratiquaient l'arc plein cintre, avec une clé de voûte en haut. Les Mayas empilaient des pierres plates les unes au-dessus des autres, en les faisant se chevaucher, un peu comme un escalier à l'envers. Ignorant la clé de voûte, les Mayas devaient s'en tenir à des volumes intérieurs restreints, délimités par des murs dont la construction demandait énormément de pierres. Le système avait toutefois un avantage. En les empilant ainsi les unes sur les autres, jusqu'à ce qu'elles se rejoignent au sommet, on obtient un arc extrêmement solide. La preuve, ces galeries sont encore debout 1500 ans plus tard. Le palais de Pakal n'est plus aujourd'hui qu'une ruine de pierre nue. Du temps de sa splendeur, il était pourtant recouvert de représentations à la gloire de la dynastie régnante. Les murs étaient abondamment décorés de hiéroglyphes, de sculptures et de dessins de couleurs vives. Pour imaginer à quoi ressemblait l'édifice à l'époque, Edwin Barnhart a demandé à son collègue Alfonso Morales d'examiner des échantillons de pigments retrouvés sur le site.
La couleur rouge est obtenue avec de l'argile toute simple, à laquelle on a ajouté un stabilisateur. Le jaune est fait avec de l'argile jaune, séchée, puis réduite en poudre. Quant au noir, c'est du carbone, de la suie recueillie dans les foyers. Les artistes mayas allaient chercher très loin les pigments dont ils avaient besoin pour décorer les monuments édifiés par leur roi. Ils utilisaient notamment un bleu vif d'origine végétale, extrait en particulier de l'indigotier. Un indigotier, c'est un arbuste, c'est ça? Oui. On prend les baies ou les feuilles? Les feuilles. Pour faire la teinture bleue, c'est donc un mélange de matière végétale et minérale. Exactement. Nous pouvons aujourd'hui avoir une bonne idée de l'aspect que devait avoir Palenque à l'époque où tous les monuments de la cité étaient polychromes. Le spectacle devait être stupéfiant et susciter l'admiration de l'ensemble du monde maya. L'élément le plus richement décoré était apparemment la tour centrale du palais de Pacal. Au milieu de cet ensemble architectural remarquable se dresse une tour qui n'a pas d'équivalent dans tout le monde maya. Elle servait certainement à surveiller les environs. Il paraît de plus en plus probable qu'elle faisait aussi fonction d'observatoire solaire. Orienté avec précision selon la course du soleil, il s'agit de l'observatoire le plus haut jamais édifié par les Mayas. Les grands prêtres devaient s'y retrouver pour certaines occasions, notamment lorsque les rayons de l'astre du jour venaient frapper cet étrange orifice pratiqué dans la paroi de la tour. On retrouve ces ouvertures en forme de T dans tout le palais de Pacal. Elles avaient une signification particulière. Ce trou en forme de T figure en fait le hiéroglyphe qui désigne le vent, Ik. C'est un symbole approprié puisque le vent passe par là. Mais le T est également le symbole de la lignée des rois de Palenque. C'est donc un signe à double sens qui symbolise à la fois le passage du vent, mais également la lumière qui éclaire la dynastie de Palenque. Avec ses murs polychromes, sa tour, ses longues galeries à colonnades et ses salles d'apparat, le palais de Pacal était un édifice somptueux et imposant. Mais derrière cette façade à la beauté altière, se cachait un monde obscur et sanguinaire. Edwin Barnhart, le directeur de la mission archéologique qui travaille actuellement sur le site, nous fait découvrir la face cachée de ce somptueux monument. Dans ses entrailles s'étend un labyrinthe de couloirs, de galeries et de curieuses cellules. Un détail permet de deviner ce qui se passait ici à l'époque de Pacal le Grand. On retrouve le T qui orne les murs du palais situé plus haut, mais il est ici représenté à l'envers, symbolisant cette fois les ténèbres, le monde souterrain et la mort. À une époque, ces pièces constituaient le niveau supérieur du palais. Mais les rois qui se sont succédés ont construit par-dessus, et elles ont pris par-dessus, et elles ont fini par symboliser le monde d'en bas, comme le montrent ces ouvertures. Le T à l'envers représente l'étendue d'eau qui recouvre le monde des morts. Cette partie du palais symbolise une sorte d'au-delà. Seuls les rois, les reines et les grands prêtres étaient autorisés à venir ici. Ces salles souterraines constituaient la partie la plus sacrée du palais. Ces cellules obscures étaient le théâtre de rites sanglants destinés à apaiser les dieux. Pour les Mayas, le sang était un don des dieux. Mais ce don avait un prix qu'il fallait acquitter à intervalles réguliers. Pacal croyait que des saignées rituelles l'aideraient à parvenir à une plus grande clairvoyance et à entrer en contact avec les esprits de ses ancêtres. Le roi se mutilait donc les organes sexuels, puis imprégnait de son sang un morceau de papier sacré. Ce papier était ensuite brûlé. Le souverain voyait alors apparaître dans la fumée le serpent des visions.
Il entrait en transe et communiquait avec les morts qui lui faisaient partager leur sagesse en échange de son sacrifice. Mais le sang du monarque ne suffisait pas à apaiser les dieux. D'autres sacrifices, bien plus terribles, étaient perpétrés à ciel ouvert, dans la plus grande cour du palais. Ici, les souverains de Palenque pouvaient faire étalage de leur puissance. Imaginez le roi Pakal et sa suite assis en haut des gradins. Les invités étaient forcément très impressionnés par tous ces dignitaires arborant de somptueuses coiffures à plumes et drapés dans des peaux de jaguar. Au milieu du 7e siècle de notre ère, Palenque a retrouvé toute sa prospérité et Pakal s'acquitte pleinement de sa tâche de souverain maya. Il fait la guerre pour se procurer des victimes à sacrifier. La cour des sacrifices a manifestement été conçue pour terroriser ceux qui y étaient amenés et pour permettre au sujet du roi d'assister aux exécutions. Ils devaient être absolument terrifiés, humiliés aussi. Ils étaient certainement soumis à des tortures avant d'être sacrifiés. Les marches elles-mêmes étaient calculées pour accentuer la terreur qu'ils devaient ressentir. Elles sont de plus en plus hautes à mesure que l'on descend. Arrivé en bas, la victime devait vaciller en tremblant de tous ses membres. Face au seigneur de Palenque dans toute sa pompe, elle savait que son sort était scellé. Il est aujourd'hui possible d'avoir une idée assez précise de ce à quoi ressemblait la grande cour du palais à l'époque de Pakal. Une véritable arène destinée à mettre en scène la puissance du monarque et à recevoir le sang des nombreux prisonniers de Palenque. Le roi avait le devoir d'étancher la soif de sang de Dieu qui, manifestement, en redemandait sans cesse. En face du palais, de l'autre côté de la place, se dressent deux étranges bâtiments jumeaux. Les banquettes recouvertes d'herbes qui les longent descendaient jadis en pente douce vers le centre du terrain qui les sépare. La fonction de ces édifices est longtemps restée un mystère. Mais aujourd'hui, nous savons, d'après la configuration du lieu, avec ces deux murs inclinés l'un en face de l'autre, une sorte de long I au milieu et une zone à chaque extrémité du terrain, nous savons qu'il s'agissait d'un terrain de jeu de balle. Rien à voir avec un simple terrain de football. L'enceinte représentait les portes du monde d'en bas. Le jeu retraçait le triomphe de la vie sur la mort. Dans les temps mythiques, les jumeaux héroïques avaient vaincu les seigneurs de la mort lors d'une partie légendaire. Ce terrain de jeu ressemble un peu à une faille dans la croûte terrestre. Les joueurs et la foule imaginaient les jumeaux héroïques descendant dans les entrailles de la terre pour y affronter les seigneurs de la mort. Pour les milliers de spectateurs massés sur les terrasses, l'événement tenait plus des jeux du cirque que du match de football. Et le roi en personne figurait souvent dans l'équipe gagnante. Les souverains participaient eux-mêmes à ces reconstitutions de combats mythiques avec les seigneurs de la mort. On amenait probablement des captifs dans l'arène, mais ils étaient de toute évidence condamnés à perdre. Ils étaient contraints de participer à une rencontre qui allait forcément se terminer par le sacrifice. Ils finissaient la tête ou les membres coupés. Il s'agissait d'une sorte de manifestation de propagande en faveur des souverains mayas. L'ordinateur permet de reconstituer cette funeste enceinte telle qu'elle devait être à l'époque de Pakal le Grand. Mais le roi avait d'autres moyens d'affirmer son pouvoir de droit divin. Il pouvait notamment compter sur les compétences de ses ingénieurs et sur leur maîtrise de techniques aujourd'hui oubliées. Le monument le plus important de la ville, le Palais Royal, témoigne de la maîtrise et des ambitions des bâtisseurs de l'époque, ainsi que de leur soif de sang. Mais s'ils avaient besoin de satisfaire des dieux exigeants, les habitants de Palenque devaient également faire face à une autre nécessité bien plus urgente, la lutte contre les inondations. Kirk French est ingénieur.
il a découvert sous la ville tout un système de canalisation. Vous voyez là? La sortie de cet aqueduc est parfaitement conservée. Vous voyez cette voûte de grosses pierres? Elle a survécu à quelques 1200 saisons des pluies. Quand on parle des aqueducs de Palenque, c'est un peu un abus de langage. On pense tout de suite aux grands aqueducs romains qui servaient à alimenter en eau les grandes villes. Les canalisations de Palenque n'ont pas du tout la même fonction. C'est une ville qui est naturellement alimentée en eau et les canalisations servent en fait à évacuer rapidement l'excédent. Située dans une région où les précipitations annuelles dépassent 2000 mm, Palenque risquait à chaque saison des pluies d'être entièrement inondée. Pour me prendre tout ce secteur, vous avez 9 cours d'eau qui dévalent des collines. Chacun s'est creusé un lit d'environ 7 mètres de large. Les ingénieurs mayas trouvèrent une solution ingénieuse. Ils ont tout simplement creusé le lit de ces rivières naturelles, maçonné les rives, puis recouvert le tout d'un arc à encorbellement. Vu de la surface, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Ce remarquable système permit aux habitants d'agrandir considérablement la surface utilisable de leur ville. Les Mayas ne connaissaient pas la clé de voûte des Romains, mais ils n'avaient rien à leur envier dans le domaine de l'hydraulique. Cette canalisation fait plus de 130 mètres de long, 4 mètres de haut et 5 mètres de large. Les antiques galeries à encorbellement résistent depuis des siècles au poids écrasant de la plateforme de pierre édifiée en surface. L'étude de ces boyaux souterrains permet de mettre en évidence la chronologie des travaux effectués dans la ville. Nous nous trouvons exactement sous le palais. Nous pouvons constater ici que cet aqueduc a probablement été construit en plusieurs étapes, vraisemblablement à l'époque de Pacal le Grand. Nous avons ici un bel exemple de transition. La canalisation commençait au départ ici. Cela se voit à la manière dont les murs sont maçonnés. La couche de plâtre va jusqu'ici, puis l'architecture change. Il s'agit d'une extension ultérieure de l'aqueduc. Grâce à ces canalisations géantes, les ingénieurs mayas purent accroître l'espace utile au cœur de la ville, empêcher les inondations et fournir en eau potable tous les habitants de Palenque. En dirigeant l'eau des torrents dans des canalisations de plus en plus étroites, les Mayas parvinrent, en outre, à inverser son mouvement naturel et à la faire monter. Les ingénieurs de Palenque savaient comment mettre l'eau sous pression. Ils pouvaient donc sans problème détourner une partie de l'eau de ce boyau pour la faire remonter dans le palais. Qui sait? Peut-être Pacal le Grand disposait-il d'une chasse d'eau dans son cabinet de toilette. Toujours est-il que ces sujets avaient réussi à domestiquer une cinquantaine de kilomètres de rivières dont le débit quotidien était de l'ordre de plusieurs milliers de mètres cubes, et tout cela sans le moindre outil métallique. Au-dessus de ce système hydraulique complexe, Pacal le bâtisseur avait également fait construire une série d'édifices dont la fonction était de prendre en charge un autre aspect fondamental des relations des Mayas avec la nature. Ces bâtiments servaient à déterminer les temps forts du calendrier. La saison des récoltes, par exemple. Notre équipe de chercheurs est en train de faire le relevé de l'un de ces bâtiments. Plusieurs temples de ce type se dressaient au cœur de la cité, déterminant la vie de Palenque. Nous sommes dans le temple du soleil. On a remarqué dès le départ que ce monument était orienté d'une certaine façon par rapport aux bâtiments voisins, afin de laisser passer la lumière du soleil d'une manière particulière. La civilisation maya reposait entièrement sur l'agriculture. Une mauvaise récolte pouvait entraîner la famine. Il était donc essentiel de semer et de récolter au bon moment.
les responsables de Palenque avaient choisi pour cela de s'en remettre au ciel. Edwin Barnard et ses collaborateurs pensent que ce temple était en fait une horloge solaire d'un type particulièrement élaboré. Une hypothèse qui reste à prouver. Pour cela, il faut mettre la théorie à l'épreuve des faits. En principe, les rayons du soleil devraient frapper un point précis du temple lors des événements marquants de l'année solaire. Après des mois d'attente, le grand jour est arrivé. Le soleil est parvenu au sommet de sa course estivale. Le zénith est le moment où le soleil est à la verticale à midi. Cela arrive 2 fois par an. Et c'est à ce moment-là qu'il fallait planter le maïs. Les rayons du soleil devraient en principe pénétrer dans le temple comme un faisceau laser traversant le chat d'une aiguille. Les premiers rayons du jour éclairent ce point précis juste au moment où le soleil se lève. Le moment de vérité ne dure que quelques secondes. Comme prévu, les rayons du soleil viennent frapper le pied de la paroi du temple avec une précision trop grande pour qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. La correspondance d'autres parties du temple avec les grandes dates du calendrier maya, comme le solstice d'été ou les équinoxes, est également vérifiée. Au moment de l'équinoxe, le soleil arrive par là. Le faisceau est tangent à cet angle, puis à celui-ci, pour aboutir dans le coin. Au moment du solstice d'été, le soleil est plus haut et envoie un rayon qui est intercepté par cet angle, puis par celui-ci, si bien que seul un faisceau extrêmement mince pénètre à l'intérieur. Ces phénomènes ne sont observables qu'au lever du soleil. Ces 3 mesures montrent avec quelle précision ce temple a été édifié. Comment ont bien pu s'y prendre les architectes mayas? Il suffit, avant d'entreprendre la construction du bâtiment, de ficher des piquets dans le sol, en veillant à ce qu'ils soient bien droits et solidement enfoncés. Puis d'attendre le lever du soleil au moment du solstice d'été, puis du zénith, puis de l'équinoxe. Vous marquez alors avec vos piquets l'endroit où les rayons viennent frapper, en délimitant les zones d'ombre sur le terrain que vous avez préparé. Il ne reste plus qu'à construire le bâtiment autour des angles que vous avez tracés, et vous savez exactement comment le soleil va y pénétrer. Vous placez les murs et les ouvertures de façon à vous aligner sur les phénomènes d'ombre et de lumière. Ce temple servait donc à rythmer la vie des habitants de Palenque. La ville avait aussi ses monuments aux morts. Pakal le Grand avait fait ériger au centre de sa capitale une immense pyramide. Connue sous le nom de pyramide des inscriptions, elle mesure plus de 30 mètres de haut et est visible de tous les points de la ville. Culminant à 36 mètres et couvrant à sa base plus de 3000 mètres carrés, c'était le véritable centre spirituel de la cité. Constituée d'un empilement de carrés concentriques de pierre calcaire, elle ressemble beaucoup aux pyramides à degrés égyptiennes. Nous sommes au sommet de la pyramide, dans la salle intérieure de la nécropole des inscriptions, ainsi baptisée en raison de ces extraordinaires panneaux recouverts de hiéroglyphes de pur style maya, qui racontent l'histoire de la famille royale de Palenque. Ces bas-reliefs ont été réalisés grâce à une technique étonnante d'une remarquable efficacité. En effet, les Mayas ne disposaient pas d'outils en métal. Mais ils savaient pourtant fabriquer des lames d'une solidité à toute épreuve. Ils utilisaient pour cela une roche vitreuse d'origine volcanique, l'obsidienne. Les Mayas savaient fort bien fabriquer une lame à partir d'une pierre, et je serais bien incapable de les imiter. C'est peut-être le seul endroit du monde où l'on ait une telle finesse dans le travail de la pierre, obtenue par des artisans qui ne connaissaient pas le métal. Christopher Powell montre comment les Mayas fabriquaient leurs outils. La première étape consiste à détacher des éclats d'un bloc de pierre. Certains peuvent être minuscules, comme celui-ci. L'obsidienne se fragmente en tranches très fines et extrêmement coupantes. C'est l'une des matières les plus tranchantes qui soit. On s'en sert d'ailleurs aujourd'hui en chirurgie de l'œil.
Grâce à ces lames d'une dureté exceptionnelle, les Mayas nous ont laissé de nombreuses inscriptions qui firent l'émerveillement des premiers explorateurs. Mais c'est au plus profond de ses entrailles que la pyramide cache ce qu'elle a de plus précieux. Un trésor oublié pendant des siècles et dont la découverte fit l'effet d'un séisme. En 1949, l'archéologue mexicain Alberto Ruiz effectuait des travaux de restauration dans cet édifice lorsqu'il remarqua ces curieux trous circulaires qui perçaient une grande dalle de pierre. Il décida de soulever la dalle et découvrit au-dessous les premières marches d'un escalier. Jamais auparavant, un escalier n'avait été mis au jour dans une pyramide maya. Les archéologues n'en croyaient pas leurs yeux. Ils n'étaient pourtant pas au bout de leur surprise. Fin 1952, après 4 années passées à évacuer les gravats qui encombraient cet escalier, les archéologues sont arrivés dans un cul-de-sac. Ils ne pouvaient pas aller plus loin. Ils ont alors remarqué de ce côté de la galerie la trace d'une dalle triangulaire recouverte d'enduit. C'est cette dalle qui se trouve derrière moi. Ils ont gratté l'enduit et avec d'infinies précautions, ils ont retiré la pierre pour finalement découvrir le caveau qui se trouvait derrière. C'était la première fois qu'un tombeau royal était retrouvé à l'intérieur d'une pyramide maya. La pierre tombale était sculptée. C'est certainement l'un des plus beaux exemples d'art maya. Elle montre Pakal le Grand tombant de l'arbre du monde et descendant dans le monde d'en bas pour aller affronter les seigneurs de la mort. Pakal le Grand n'avait donc pas disparu avec son peuple, comme le racontaient les livres d'histoire. Caché dans son tombeau, il n'avait jamais quitté Palenque. À l'intérieur du tombeau se trouvaient les restes du roi. Sa dépouille avait été placée dans une sorte de sarcophage qui épousait les contours du corps. Elle était couverte de cinabre rouge, une matière sacrée qui devait certainement symboliser le sang et qui a la propriété de se transformer en mercure quand on la fait brûler, et donc de se changer en miroir, ce qui ajoute au côté surnaturel de la mise en scène. Le roi portait en outre un masque de jade. Le tombeau du défunt constituait en soi une énigme technique. La pierre tombale pèse 5 tonnes, le sarcophage 15. Et ces deux monolithes se trouvent dans un espace auquel on accède par un escalier beaucoup trop étroit pour qu'ils aient été apportés par là. Or, les sondages qui ont été faits ne révèlent aucun autre passage qui aurait pu être percé dans l'édifice. Comment les Mayas ont-ils pu placer le tombeau à l'intérieur de la pyramide? Répondre à cette question, c'est s'intéresser à la manière dont celle-ci a été construite. Il a d'abord fallu creuser le flanc de la colline dans laquelle elle vient s'insérer. Ils ont terrassé le site pour obtenir une surface bien plate. Ils ont ensuite mis en place le sarcophage à la pierre tombale avant de construire la chambre funéraire autour. Ce n'est qu'après qu'ils ont édifié la pyramide, en aménageant l'escalier au fur et à mesure, en superposant les différentes couches. Arrivé à peu près au milieu, l'escalier atteint un palier, fait demi-tour et reprend son ascension. Le tout est couvert d'une plateforme sommitale qui scelle le tombeau. Tel un pharaon égyptien, Pakal a ainsi placé son tombeau au cœur d'une pyramide. Ce n'est d'ailleurs pas la seule analogie que l'on puisse trouver entre les deux civilisations. Vous avez ici une étonnante canalisation en pierre qui épouse les marches de l'escalier et monte au sommet de l'édifice. Manifestement, les Mayas pensaient pouvoir ainsi communiquer avec l'esprit du roi défunt. Ils croyaient que l'esprit de Pakal pouvait être évoqué par ce moyen et qu'il pouvait remonter jusqu'au temple à travers ce boyau. Le commun des mortels n'avait aucune idée de la complexité de l'intérieur de la pyramide. Seuls les personnages de haut rang, grands prêtres, courtisans et membres de la famille royale avaient le privilège d'entrer en communication avec le passé. En ressuscitant sur ordinateur la pyramide des inscriptions telle qu'elle devait être au 7e siècle de notre ère, on comprend que sa seule vue devait en imposer au petit peuple de Palenque. Mais une énigme subsiste encore. Lorsque la dépouille de Pakal a été retrouvée au fond de son tombeau, le roi défunt serrait une sphère de jade dans une main, un cube de la même matière dans l'autre.
2 symboles qui pourraient cacher la clé d'un code qu'ont cherché à déchiffrer des générations d'archéologues. C'est ici, dans les faubourgs de la ville, que le directeur de la mission, Edwin Barnhart, a fait une étonnante découverte. Quand nous avons commencé à explorer les zones d'habitation de Palenque, nous nous attendions à trouver des restes de huttes. Or, nous avons surtout dégagé des bâtiments en pierre, comme celui-ci. Cette maison avait des murs et même un toit en pierre. De toute évidence, elle abritait plusieurs générations d'habitants. Il s'agit en fait d'habitations complexes, agrémentées de jardins intérieurs et disposant de l'eau courante. À mesure que la famille s'agrandissait, ils ajoutaient des cloisons de ce genre pour diviser l'espace, afin que chaque nouvelle cellule familiale puisse avoir son intimité. Au bout d'un certain temps, on ajoutait même un étage, également pourvu d'un toit en pierre, avec un escalier qui allait du rez-de-chaussée jusqu'à la terrasse, un peu comme nos résidences actuelles. C'est ici, parmi ces maisons, que l'on a découvert la formule qui a présidé à la construction de tous les bâtiments de Palenque. Cela fait plus d'un siècle que les spécialistes de la culture maya sont à la recherche d'une unité de mesure maya. En vain. Personne n'a pu découvrir cette unité de mesure. Aussi étonnant que cela puisse paraître, une ville comme Palenque a été entièrement construite sans mesure de référence. Les architectes mayas ne parlaient ni en mètres, ni en pieds, ni en coudées. Ils n'avaient aucune unité de mesure standardisée. Construire était pour eux une question de proportion. Pour Edwin Barnhart et son équipe, les bâtisseurs mayas se servaient de cordes, avec lesquelles ils formaient 4 cercles qui se chevauchaient, définissant ainsi les angles d'un carré. Ils utilisaient aussi une corde pour mesurer une diagonale ou tracer un arc de cercle. En répétant ces gestes simples, les maçons de Pacal le Grand bâtirent les plus beaux chefs-d'œuvre de l'architecture maya. Cette méthode originale repose en fait sur un principe philosophique. Un certain nombre de formes géométriques relèvent de ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Elles s'inspirent de formes présentes dans la nature et elles sont au cœur de la conception des monuments et des villes mayas. Chaque élément de l'art maya, même le carré le plus simple, est inspiré par une forme qui existe dans la nature. Ils cherchaient à imiter la nature et à être en harmonie avec elle, en reprenant ses proportions. Un chaman m'a un jour expliqué comment utiliser une ficelle pour tracer toutes ces formes. Il m'a dit, les formes des fleurs se retrouvent dans nos maisons. Pour Barnhart et ses collaborateurs, Palenque aurait été entièrement construite selon ces principes. Tous les bâtiments, du plus petit jusqu'au plus grand, sont conçus comme un assemblage de carrés et de cercles simples. Finalement, la cité allait être abandonnée par ses habitants. Mais Pacal le Grand veilla à ce que le secret de sa construction soit sauvegardé. À la fin de son long règne, le souverain se fit enterrer, muni des clés de la géométrie sacrée. Il avait une sphère de jade dans une main et un cube de jade dans l'autre. Il est parti vers l'autre monde en tenant les symboles de la géométrie maya, grâce auxquels il avait construit sa capitale. Jusque dans la mort, le roi bâtisseur refusa de se séparer des 2 formes géométriques dont étaient issus tous les monuments de la majestueuse Palenque. Edwin Barnhart et son équipe sont arrivés au bout de leur mission. Grâce à eux, nous pouvons aujourd'hui imaginer Palenque telle qu'elle était au temps de sa splendeur. Une capitale à l'avant-garde de son époque. Peinte en rouge vif, la ville devait resplendir à des kilomètres à la ronde, inspirant un émerveillement teinté de crainte à tous ceux qui s'en approchaient. Ses qualités les plus étonnantes étaient pourtant cachées. Grâce à leur connaissance des principes de l'hydraulique, les ingénieurs de Pacal le Grand pouvaient en permanence approvisionner toute la ville en eau. Ces maçons construisirent des centaines de maisons à étages pour loger les 10 000 habitants que comptait Palenque. Des gens qui vivaient, travaillaient et vénéraient leurs dieux dans des constructions obéissant aux principes de la géométrie sacrée. Des gens qui construisirent d'étonnants temples solaires destinés à régler leur existence en leur indiquant le temps des semailles et celui des récoltes. Rien n'arrêtait leur envie d'entreprendre.
ils n'hésitèrent pas à tailler le flanc d'une colline pour construire le tombeau de leur roi. Un homme qui régna à la manière d'un empereur romain, étalant sa puissance lors de jeux sanglants destinés à apaiser les dieux et son propre peuple. Dans les profondeurs de la cité, un dédale de galeries et de salles obscures résonna longtemps des plaintes des victimes consentantes ou non des rites sacrificiels. Tandis qu'à la surface, une tour de guet aussi haute qu'un immeuble de 6 étages servait d'observatoire astronomique. Sans aucun contact avec une autre culture, les Mayas parvinrent à relever tous les défis technologiques pour construire Palenque. Une ville dont les monuments les plus remarquables sont dus à l'esprit visionnaire d'un homme, Pakal le Grand, dont l'œuvre continue de nous émerveiller aujourd'hui encore.